Sartre, je voudrais commencer par vous interroger sur des aspects paradoxaux de votre situation actuelle. Vous vous dites solidaire des combattants du tiers-monde, mais il semble qu'il y ait un malentendu entre eux et vous à propos de cette solidarité. Il est arrivé que quand un homme du tiers-monde, un chef révolutionnaire, vous demandez une entrevue urgente, toujours dans les 24 heures car ils n'ont jamais le temps, vous répondiez « je ne peux pas ». Il vous est également arrivé de refuser de participer à des meetings de solidarité. Quand les gens qui vous demandaient de participer à ces meetings s'interrogeaient pour savoir pourquoi vous refusiez, nous leur répondions « Sartre ne peut pas, il travaille ». Et ils faisaient les yeux ronds. Quand on allait un peu plus loin dans la réponse et qu'on leur disait Sartre a rendez-vous de telle heure à telle heure chez lui avec M. Flaubert, ils comprenaient encore moins. Comme il vous aime bien, il pense que ce travail sur Flaubert est une sorte de doudada, mais également que Flaubert pourrait attendre et que vous seriez plus utile à votre poste de combat. À l'opposé de ces gens-là, disons en gros des hommes du tiers-monde, il y a toute une autre catégorie de gens qui pensent que c'est quand vous vous mêlez de politique que vous perdez votre temps. Votre acceptation aujourd'hui de présider le tribunal qui doit juger les crimes de guerre au Vietnam leur paraît un geste absolument farfelu. Ils demandent en quoi cela regarde-t-il Sartre. C'est sur ces deux choses que je souhaite que vous nous répondiez. Eh bien, je crois que ces deux points de vue, que je connais bien d'ailleurs, et qui sont opposés, viennent de ce que, ni dans un cas ni dans l'autre, on ne sait ce que c'est qu'un intellectuel. Ou plutôt, pour préciser, qu'un intellectuel européen aujourd'hui. Je dis bien européen parce que dans le tiers-monde, je considère qu'un intellectuel a pour première tâche de servir le développement du pays, et par conséquent, de se mettre à la disposition du gouvernement et du parti, et d'être professeur, même s'il a envie d'écrire, etc. En Europe, nous sommes dans une société capitaliste pleine de contradictions. Un intellectuel, c'est tout à fait autre chose. C'est d'abord, il faut savoir où il se recrute. Il se recrute dans l'ensemble que nous pourrions appeler les techniciens du savoir, ou du savoir pratique. C'est-à-dire, il faut entendre par là aussi bien les professeurs, que les chercheurs, que même les ingénieurs, les médecins, les écrivains. Mais il ne suffit pas de faire son métier dans ce domaine-là pour être un intellectuel. L'intellectuel apparaît à partir du moment où l'exercice même de ce métier fait jaillir une contradiction entre les lois de ce travail et les lois mêmes de la structure capitaliste. Mettons, si vous voulez, que lorsque le savant, qui a nécessairement un rapport constant avec l'universel, puisqu'il cherche les lois, lorsque le savant s'aperçoit que cette universalité, qui devrait se retrouver partout, n'existe pas dans le monde, que là nous ne trouvons plus des concepts universels, mais que nous trouvons au contraire des classes opposées qui n'ont ni le même statut, ni la même nature, que l'humanisme bourgeois, par exemple, qui se prétend universel, est en réalité un humanisme de classe. À ce moment-là, si on trouve cette contradiction, le savant la trouve en lui. Si, en même temps qu'il est élevé par les bourgeois, instruit par les bourgeois, et par conséquent, avec malgré tout les concepts bourgeois en lui, il sent que son propre travail le conduit à l'idée d'une universalité qui est contraire à celle des bourgeois, et par conséquent à la nature qu'on lui a constituée, alors il devient intellectuel. Autrement dit, un savant nucléaire n'est pas un intellectuel, c'est un savant, dans la mesure où il fait ses recherches. Le même savant, si tout en faisant ses recherches nucléaires, il s'aperçoit qu'il va faciliter par ses travaux les possibilités de guerre atomique,
S'il dénonce la chose, c'est parce qu'il la sent comme une contradiction. Il fait l'universel dans la mesure où il étudie la physique nucléaire, et il crée un conflit, possibilité d'un conflit singulier, dans la mesure où précisément ce travail peut être utilisé aux fins de guerre. Si en même temps, comme c'est arrivé souvent, un certain nombre de savants nucléaires se réunissent pour déclarer qu'ils ne veulent pas que leur travail soit utilisé à ces fins-là, ils vivent leur propre contradiction, ils montrent en même temps et dénoncent la contradiction extérieure, je dis qu'ils sont des intellectuels. Dans ces conditions, comme vous voyez, l'intellectuel a un aspect double. Il est à la fois un homme qui fait un certain travail, et il ne peut pas ne pas être cet homme-là. Il faut qu'il le fasse, ce travail, parce que ce n'est pas en l'air qu'il découvre ces contradictions, c'est dans l'exercice de son métier. Et en même temps, il dénonce ces contradictions, à la fois à l'intérieur de lui-même, parce qu'il ne se comprend plus, et à la fois à l'extérieur, parce qu'il se rend compte que la société qu'il a constituée comme un monstre, c'est-à-dire comme quelqu'un qui sert des fins qui ne sont pas les siennes, qui sert des fins qui sont le contraire des fins universelles qu'on a prétendu qu'il faisait, à ce moment-là, il est intellectuel, et par conséquent, c'est cette double contradiction qu'il dénonce. Il la dénonce parce qu'il en souffre. Il ne la dénonce pas extérieurement parce qu'il la découvre dehors, il la dénonce parce qu'il en souffre. Parce qu'il en souffre à sa manière, comme d'autres qui sont exploités ou aliénés peuvent souffrir. Simplement, bien sûr, c'est autre chose. C'est une souffrance qui n'est pas vivante, vécue, mais c'est précisément la découverte de l'aliénation en soi et hors de soi. Donc, si l'intellectuel ne découvre pas constamment en soi sa contradiction, si par conséquent il n'exerce pas constamment son métier d'intellectuel, du moins son métier de savant ou de technicien du savoir pratique, il est dans les nuages. Si au contraire il continue à le faire, il se trouve dans une contradiction, parce qu'il faut à la fois qu'il témoigne pour tous de la contradiction qu'il a, puisque c'est la même que celle des autres, vécue sur un autre plan, autrement, mais c'est la même. Donc, il faut à la fois qu'il fasse son métier et qu'il s'engage dans la manifestation des contradictions de la société. Il y a les deux. Et l'un sans l'autre n'est pas possible. Et il faut voir qu'un politique et un intellectuel sont deux choses complètement différentes. Exiger d'un politique qu'il fasse tout pour la cause qu'il sert, ça veut très exactement dire qu'il se maintienne constamment sur le plan politique, qu'il soit en disponibilité politique perpétuelle, qu'il fasse des actions communes avec ceux qui les font dans ce sens, et qu'en même temps, il détermine un but en fonction des possibilités qu'il découvre dans le champ des possibles présents. Exiger d'un intellectuel qu'il fasse tout, c'est tout à fait autre chose. L'intellectuel est sans pouvoir. Il est sans pouvoir parce que, finalement, c'est un homme qui vit sa contradiction à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y a donc aucun pouvoir réel, aucune efficacité réelle. On pourra revenir là-dessus, si vous le voulez. Et c'est en tant qu'il est inefficace qu'il peut servir. Mais précisément, il faut lui demander de s'engager totalement en tant, justement, qu'il a un travail réel et qu'il a une efficacité sur un autre plan. Parce que c'est là qu'il est contradictoire. Et par exemple, je répondrai à l'inverse aux gens qui disent « Mais pourquoi vous vous occupez de politique, bornez-vous donc à écrire », n'est-ce pas? Qui sont en général des amis. C'est-à-dire des gens qui connaissent depuis longtemps, qui aiment plus ou moins, mais enfin en général bien, ce que j'écris, et qui disent « Mais enfin, c'est ça qu'il faut que vous fassiez ». Ils ne comprennent pas que ce que je fais n'aurait pas de sens si ça n'était pas précisément à l'intérieur de cette contradiction. Cette contradiction, à la fois née entre ce que je fais et ce que je suis, et elle revient sur ce que je fais pour déterminer le sens même de mes travaux. Autrement dit, d'une certaine façon, si je ne faisais pas partie du tribunal Rossel, je n'écrirais pas Flaubert.
Vous me direz, je l'ai écrit avant. Mais je voudrais qu'à ces époques-là, il y avait d'autres travaux du même ordre. Quel est le sens de ce long travail auquel vous avez commencé de vous consacrer il y a 10 ans? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Ça, c'est le premier point. Et deuxième chose, est-ce que ça n'est pas un peu une fuite? Et troisième chose, pourquoi est-ce que c'est Flaubert que vous avez choisi? Pourquoi précisément Flaubert? Alors que d'après ce que vous avez dit à l'instant, il semble qu'ils ne répondent pas à vos critères de l'intellectuel. Eh bien, je crois que j'ai commencé Flaubert, non pas il y a 10 ans, mais il y a 20 ans, que je me suis dit que je ferais un livre sur Flaubert. Parce que précisément, je le considérais à ce moment-là comme aux antipodes de cet engagement d'intellectuel dont nous venons de parler. Et parce qu'il m'agaçait profondément. Parce que je ne l'aimais pas. Ce qui est certainement une manière d'être fasciné. Mais enfin, je ne l'aimais pas du tout. Et puis, petit à petit, le problème s'est posé un peu différemment pour moi. Flaubert est devenu un être objectif, un objet. Et il s'est agi pour moi, et ça fait partie par conséquent de l'engagement intellectuel, de voir si on pouvait non pas faire une synthèse théorique des différentes méthodes pour connaître un homme, mais une synthèse pratique. Voilà un personnage qui a parlé de lui intarissablement. Il dit qu'il n'en a pas parlé, en fait tous ses livres parlent de lui, il n'a pas dit Madame Bovary c'est moi, mais il a dit des choses analogues. D'autre part, il y a une correspondance qui nous livre presque tous les jours de sa vie. Bon, d'autre part, nous avons aujourd'hui des méthodes pour connaître un homme. Des méthodes qui sont soit le marxisme, c'est-à-dire la considération de l'homme à partir de la société, des structures sociales, des institutions, des classes, du mouvement historique, des méthodes sociologiques qui peuvent ainsi étudier un groupe, l'appartenance au groupe, le type de vie et de conditionnement par ce groupe, des méthodes analytiques, psychanalytiques, qui consistent à étudier les réactions d'un homme à partir d'une espèce de totalité structurée dès l'enfance, d'autres méthodes encore, et toutes ces méthodes, comme vous le savez, si on les prend sur le plan théorique, abstrait, s'opposent entre elles. Les marxistes détestent les psychanalystes ne touchent pas au marxisme, les sociologues sont également complètement ailleurs. Il ne s'agit pas de faire un rapprochement théorique. Ça n'est pas aujourd'hui possible. Le problème est de savoir, est-ce qu'on peut, dans l'étude d'un homme qui a donné tant d'évidence sur lui-même, est-ce qu'on peut arriver plus loin en l'étudiant simultanément de tous ses points de vue? Et est-ce qu'à ce moment-là, on ne trouve pas une cohésion pratique de ce qui est refusé sur le plan théorique? Ça a été le deuxième plan. Autrement dit, Flaubert, c'était pour moi à ce moment-là, comment connaître un homme. Et puis maintenant, alors il y a la fréquentation. Et il y a 10 ans maintenant que je le fréquente, et j'ai bien changé. Ça n'est plus du tout l'ennemi type, c'est un peu un frère ennemi, si vous voulez. Je le comprends mieux, je crois mieux le comprendre, et ça, si c'est vrai, ça prouve que j'ai eu raison de faire cette étude comme ça. Je pense en même temps que c'est un homme qui donne l'impression de ne pas être un intellectuel, parce qu'il n'a pas été engagé, mais qui a de l'intellectuel ceci, c'est qu'il a souffert de ses contradictions, plus que personne. Précisément parce qu'il ne pouvait pas en sortir. Et qu'en tant que tel, il mérite très profondément cette qualification. Alors, vous voyez, alors vous me demandez si c'est une suite. Ben, je me le demande de temps en temps aussi. Parce que je vous ai dit au départ, n'est-ce pas, que il fallait le travail et l'engagement pour qu'il y ait la réalité de l'intellectuel. Bon. Mais, en effet, j'étudie un homme, c'est pas tout à fait parce qu'il n'est pas engagé, mais je me dis, j'étudie un homme qui a vécu les contradictions d'une société qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire de la société bourgeoise au moment de l'accumulation du capital.
Il posait les problèmes autrement. Il était d'ailleurs de famille en partie rurale. Les problèmes et les contradictions ne sont pas les nôtres. Est-ce que je ne fuis pas dans le passé des choses trop fortes aujourd'hui? Je vous répondrai que c'est possible. C'est possible, par moment. Parce que, comme je vous le dis, la condition intellectuelle est très difficile à réaliser et à tenir. Alors c'est une chose qui est probablement en partie une fuite que d'aller se réfugier là, c'est-à-dire d'éviter le lourd poids des réalités, et non seulement l'évolution générale du monde dans laquelle on est pris, qui n'est pas très encourageante, mais encore des tas de déceptions particulières dans des luttes politiques. Bref, il y a une tentation. Mais je dois vous dire que c'est ça qui constitue aussi l'intellectuel et sa contradiction, c'est qu'il a envie de ne pas être intellectuel. Ce n'est pas agréable d'être intellectuel. Il vaut beaucoup mieux faire un travail rigoureux, par exemple étudier un auteur en s'occupant uniquement des problèmes qu'il pose, ou bien faire des recherches scientifiques. C'est beaucoup plus agréable que de rester comme ça, le pied entre deux chaises, à méditer sur ses propres contradictions et sur les contradictions du monde. Il y a une mode aujourd'hui en France, c'est de vous tirer un grand coup de chapeau, comme un monument historique, puis de vous enterrer. Certains vous présentent comme un vieux fonctionnaire infatigable de l'humanité, comme le dernier des penseurs du XIXe siècle, égaré dans le nôtre, ou encore comme le dernier des philosophes, ce qui revient à dire que la philosophie n'a plus de sens et qu'on peut tranquillement se débarrasser et d'elle et de vous pour s'adonner enfin à la vraie science. Or, vous avez à peine répondu à ces attaques. Qu'en pensez-vous, Sartre? Je pense qu'elles sont légitimes et que j'aurais bien mauvaise grâce à m'en offusquer, étant donné que moi-même, je me suis fait les dents pour commencer sur Mauriac, qui d'ailleurs ne l'a jamais oublié, disant je pardonne les offenses, mais je ne les oublie pas. Donc je considère que c'est bien mon tour. Mauriac devait avoir à peu près mon âge au moment où j'attaquais ses romans. D'autre part, je pense aussi que c'est me faire bien de l'honneur de me dire dernier penseur du XIXe siècle, parce que si je suis le dernier penseur du XIXe siècle, aujourd'hui, je suis aussi le dernier penseur du XXe, parce que je ne vois pas que les autres puissent être considérés comme des penseurs. Ce sont ou bien des rhétoriciens, simplement des rhéteurs, ou bien des sophistes. Ils feront autre chose, ils deviendront autre chose, ou ils disparaîtront, peu importe. En tout cas, si j'en parle peu, c'est parce que je ne pense pas qu'il y ait lieu de perdre son temps à répondre à des attaques. Il y a à faire ce qu'on a à faire. Je ne m'en vais pas défendre mes intérêts idéologiques en me lançant dans des controverses passionnées, comme font par exemple les gens du nouveau roman, s'attaquant entre eux, et puis entre eux, il ferait mieux d'écrire des romans. Ils ne le font plus maintenant, je pense qu'ils devraient le faire, et de même, moi, je travaille Flaubert, c'est ma seule réponse, et c'est au public ensuite à juger, c'est aux gens qui travailleront après de voir si ces méthodes sont bonnes ou si elles ne le sont pas. Vous voulez rien dire de plus Non. là-dessus?